Europe 1, il est 7h46. Pour un État fort, c'est le titre du livre que publie Alain Juppé aux éditions Jean-Claude Lattès. Il y est question de sécurité et c'est le sujet de l'interview vérité, Thomas Soto. Un livre dont les premiers mots auraient pu être écrits par François Hollande. La France est en guerre. Vous y faites, Alain Juppé, une cinquantaine de propositions. Alors vous constatez que Schengen a vécu. Vous voulez créer un délit de consultation habituel des sites djihadistes, supprimer les remises automatiques de peine, les peines de substitution pour les condamnations supérieures à 1 an de prison. Vous voulez rétablir les peines planchers, conditionner le regroupement familial à l'exercice d'un emploi. Vous évoquez également la possibilité de ne pas naturaliser automatiquement les enfants nés en France de parents étrangers. Vous réaffirmez les racines chrétiennes de la France, etc. Il faut vous appeler comment ? Alain Sarkozy, Nicolas Juppé, parce que là, franchement, c'est bonnet blanc et blanc bonnet, c'est du copier-coller avec les idées de Nicolas Sarkozy, non ? Je voudrais sortir de ce débat qui nous ramène une fois de plus encore à la petite politique. Moi, je parle de ce que je crois. Je parle de ce que je pense et de ce que je crois. J'essaye d'écouter les Français, de comprendre ce qu'ils attendent et d'apporter mes réponses. Je ne me préoccupe pas de savoir si c'est du copier-coller avec qui que ce soit. Et il y a 4 parties dans mon livre. Une qui traite du terrorisme, une qui traite de la sécurité au quotidien, parce qu'il n'y a pas que le terrorisme, bien sûr, une qui traite de l'immigration et du contrôle des flux migratoires, et une qui traite de la laïcité. Et toutes les propositions se retrouvent autour de cette architecture-là. Alors on peut les détailler si vous le souhaitez, on va y aller. Mais j'ai parfaitement conscience et conviction d'être fidèle à mes principes et à mes convictions. Mais vous n'avez pas quand même de gros points de désaccord avec Nicolas Sarkozy quand on liste ses propositions ? Ce n'est pas étonnant. J'ai été ministre dans un gouvernement alors qu'il était président de la République et j'appartiens à la même famille politique. Il ne faut pas s'étonner que simplement tous ceux qui me liront verront ma spécificité et le fait que j'ai ma propre analyse des choses. Alors à vous lire, on se demande si un des problèmes majeurs de la France n'est pas l'étranger. Vous parlez beaucoup d'immigration. Vous voulez faire des quotas, par exemple, un plafond d'immigration. Oui. Ça se passerait comment ? C'est vrai qu'il y a un problème avec l'étranger. Vous dites que j'évoque les racines chrétiennes de la France parce que c'est une évidence que la France a des racines chrétiennes. C'est pas parce que Sarkozy le dit que je ne vais pas le dire. C'est un fait. Comment voulez-vous comprendre ce qui se passe dans nos villages avec le clocher de l'église, dans nos villes avec les cathédrales, sur les routes de Bretagne avec les calvaires, dans notre peinture avec les crucifixions ou les annonciations, dans notre musique avec les requiems et les messes, etc. si on n'a pas une connaissance de ce que c'est que la chrétienté. Mais je rappelle ce que c'est pour moi les valeurs chrétiennes. Les valeurs chrétiennes, c'est l'accueil de l'étranger. C'est le respect de l'autre. C'est l'amour du prochain. Les accueillir parce que donc c'est pas l'exclusion. Vous voulez des quotas. Je veux simplement rappeler ça. Alors, quand on a dit ça, et pour reprendre une formule célèbre, la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, même si elle en prend sa part. Et donc je dis que sur l'immigration légale, il faut effectivement contrôler cette immigration légale. Aujourd'hui, nous recevons 220 000 étrangers, nouveaux arrivants en situation légale chaque année. Sur ces 220 000, il y en a 45% qui viennent par regroupement familial. Il y en a 30% qui sont des étudiants, et puis il y a une partie qui est de l'immigration économique. Et je dis que comme dans de grands pays démocratiques comme le Canada, on pourrait voter chaque année au Parlement un nombre d'étrangers que nous sommes prêts à accueillir. Ça serait combien par exemple ? C'est à débattre évidemment année après année en fonction des besoins de notre économie. Avec des quotas géographiques, des quotas professionnels ? Des quotas géographiques et professionnels. Les Canadiens ont toute une série de critères, notamment sur le degré de formation, sur la connaissance de la langue française. On peut faire quelque chose de parfaitement transparent. Vous comprendrez que ça mérite évidemment d'être affiné et d'être discuté. Mais je crois que le principe est tout à fait clair. Et sur le regroupement familial, qu'est-ce que je dis ? Je dis continuons à regrouper les familles, mais pour accueillir sa famille, il faut avoir un travail et ne pas vivre des revenus de l'assistance ou des revenus de remplacement. Voilà la différence que je propose par rapport au système actuel. Alain Juppé, sur la sécurité, comment fait-on pour éviter que de nouveaux attentats se produisent en France ? Moi, j'ai mis l'accent sur 2 priorités qui n'ont rien à voir avec la déchéance de nationalité. Ne reprenons pas le débat de tout à l'heure. La première priorité, c'est de mettre des forces de sécurité sur le terrain. On nous annonce 5000 policiers et gendarmes supplémentaires. OK, ça prendra 2 ans pour les recruter. Et je dis donc, mobilisons dans l'immédiat les réserves de la gendarmerie et de la police pour avoir, dans les 3 ou les 4 mois qui viennent, des gens sur le terrain, parce que l'opération Sentinelle de l'armée de terre ne pourra pas se prolonger indéfiniment. Et deuxièmement, il faut améliorer le fonctionnement du renseignement. On a supprimé il y a quelques années, à tort ou à raison, ce qu'on appelait... Quand vous étiez ministre, sous Nicolas Sarkozy, bien sûr, mais j'assume. On a fusionné les renseignements généraux et la DST pour créer la DCRI. Les erreurs que nous avons pu faire. Je ne dis pas c'est la faute aux autres, je dis nous. Je n'ai pas dit eux, j'ai dit nous. Nous avons eu tort, effectivement, d'affaiblir ce qu'on appelle le renseignement territorial, c'est-à-dire ce renseignement au quotidien qui permet de faire remonter les signaux faibles. Donc il faut mieux articuler ce renseignement en donnant à la gendarmerie
qui a la responsabilité de 90% du territoire français, qui est bien réparti sur le territoire, une place plus importante dans la communauté du renseignement. Il faut recréer des RG indépendants ? Non, je ne dis pas ça. Je dis qu'il faut coordonner ce renseignement territorial en le renforçant, notamment par le biais de la gendarmerie, je me répète, et puis les grandes instances nationales, la DGSI, la DGSE, il y a beaucoup d'organismes qui se préoccupent de renseignement. Ensuite, il faut utiliser des méthodes plus modernes dans le renseignement. Nos procédés d'identification numérique sont encore assez archaïques. La biométrie, la reconnaissance comportementale, il y a des progrès à faire dans ce domaine. Et enfin, il faut renforcer la coopération européenne. Il y a un long débat, mais Daniel Cohn-Bendit est plus savant que moi sur la façon dont ça s'est passé au Parlement européen. Dans le studio avec qui on va débattre tout à l'heure. Le PNR, le Passenger Name Record, c'est-à-dire l'enregistrement des passagers sur les compagnies aériennes. Les Américains le pratiquent depuis longtemps et pour des raisons sur lesquelles je ne vais pas m'étendre, on n'est pas encore capable en Europe de le faire. Voilà ce qui me semble être la priorité, le renseignement pour la prévention. Il y a un sujet qui revient beaucoup en ce moment, c'est est-ce qu'il y a eu des erreurs commises par les services de renseignement, notamment pour la tuerie de Charlie Hebdo. On voyait la une du Monde datée d'aujourd'hui qui a eu des notes des services de renseignement déclassifiées en main. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu des erreurs ou est-ce que, comme Bruno Le Maire, vous demandez à minima la création d'une commission d'enquête parlementaire sur la période janvier-novembre ? Oui, c'est toujours très intéressant de faire le diagnostic de ce qui s'est passé après l'affaire Mera, après Charlie Hebdo, bien sûr. C'est plus qu'intéressant. Est-ce que ces tueries auraient pu être évitées ? Oui, mais ça, c'est une question qui, malheureusement, n'aboutira à rien. Ce qu'il faut, c'est est-ce que d'autres attentats peuvent être évités ? Quelles leçons tirer des erreurs qui ont pu être commises ? Il y a eu sans doute des erreurs commises. Je pense que personne ne peut affirmer qu'on a été absolument parfait. Donc, il y ait une commission d'enquête pour les identifier, à condition que ce soit dans un esprit positif, pour construire quelque chose de plus efficace, c'est pas pour régler des comptes. Vous voulez également créer 10 000 places de prison, ça coûte 1,6 milliard. Beaucoup de mesures dont certaines sont coûteuses. Est-ce que, comme François Hollande, vous dites qu'il faut que le pacte de sécurité prenne le dessus sur le pacte de stabilité ? Est-ce qu'on ouvre les vannes ? Je ne dis pas ça. D'abord, pourquoi créer des places de prison ? Moi, je n'ai jamais attaqué la personne de Madame Taubira, pour qui j'ai le respect dû à toute personne. En revanche, j'attaque sa politique pénale. Et je la caricature peut-être, mais je crois que c'est très proche de la vérité en disant qu'elle consiste à dire il n'y a plus de place dans les prisons, donc on ne met plus les gens en prison. Et on multiplie les peines de substitution. Les bracelets électroniques, vous voulez revenir sur tout ça, vous l'expliquez dans le livre. La contrainte pénale aussi, qu'on a créée, qui est peut-être une bonne idée en soi, mais qu'on n'a pas les moyens de contrôler, naturellement. Et donc, on envoie ce signal. Et dans mon livre, on voit bien la réaction des policiers, des gendarmes et même des magistrats qui s'expriment. Il dit, on a l'impression aujourd'hui qu'il y a un laxisme ambiant qui fait que la réponse pénale n'est pas suffisante. Et donc, je dis, il faut construire des places de prison. En France, nous avons le taux d'incarcération parmi les plus bas. Tout le monde en prison, c'est pas la solution. Les peines alternatives, c'est aussi une façon de sortir de la délinquance. Je ne dis pas que c'est la solution, je dis que c'est une des solutions et qu'aujourd'hui, on l'a considérablement affaiblie. Il n'est pas normal, par exemple, que chaque fois qu'on a une peine de prison inférieure à 2 ans, on échappe à la prison. Et je propose de ramener ce délai à 1 an pour qu'au-delà d'1 an, on fasse effectivement de la prison, parce que c'est quand même dissuasif. Je propose aussi de lutter contre la radicalisation en prison, bien sûr. Je propose de mieux s'occuper des détenus en leur donnant du travail et en préparant leur réinsertion. Donc ça n'est pas une politique ça va coûter beaucoup plus qu'1,6 milliard. 1,6 milliard, vous connaissez le montant du budget de l'État. Donc c'est à notre portée et je ne suis pas du tout d'avis de dire que le pacte de sécurité doit se substituer au pacte de stabilité. Il faut continuer à rechercher des économies dans le budget de l'État qui n'a pas fait par exemple sa révolution numérique ou dans le budget de la protection sociale, les retraites par exemple, l'indemnisation du chômage. Oui, mais il faut envisager la dépense publique dans son ensemble et ne pas partir du principe qu'on ne peut toucher à rien et qu'on va continuer avec 57% de dépenses publiques sur notre PIB, ce qui est le record mondial, après peut-être le Danemark ou quelques autres pays scandinaves.